Bienvenue à vous, âme vagabonde. Après une arrivée chaotique dans la vallée de Oxbow, je suis parvenu à survivre 1 an sans mourir tout en installant les prémices de mon futur village. Cette vidéo est la suite du premier épisode de mon aventure sur Medieval Dynasty. Et maintenant, il est l'heure de plonger à nouveau au temps des Castellans et petits paysans pour entamer la 2e année. Et cette 2e année, elle ne débute pas forcément sous les meilleurs auspices. Le printemps est là, les oiseaux chantent et ce nodocéphale de Mirogod me réclame la somme mirobolante de 457,9 pièces d'argent. L'impôt annuel que je suis contraint de payer sous peine de me retrouver endetté, ou pire, être expulsé de la vallée. Je n'ai donc pas le choix, c'est une priorité. Hello there. Goodbye. Bien qu'ayant été délesté les 3/4 de ma fortune, je dépense l'argent qu'il me reste pour acheter des graines de lin et autant d'engrais pour les champs. Je m'arrête au campement de vagabonds et fais la connaissance de Jadwiga, qui possède des compétences assez intéressantes pour que je lui propose de rejoindre le village. Et comme je n'apprends jamais de mes erreurs, elle n'a pas encore de maison où poser ses valises. Décidément, il va falloir que je perde cette manie et que j'apprenne à construire les chaumières avant de vouloir accueillir de nouveaux villageois. Cela dit, maintenant que je dispose d'ouvriers, et plus particulièrement de bûcherons, l'apport passif de rondins et de pierres me permet de diminuer le temps passé à abattre des arbres, et ainsi de terminer la construction de la nouvelle bâtisse en un clin d'œil. Pendant ce temps, Rixa s'est occupé des premières récoltes de l'année. Une bonne chose de faite. Je ne comprends pas encore très bien comment organiser le travail des fermiers autour des cultures, ça m'a l'air un peu compliqué. Je passe la fin de la journée à fabriquer de nouveaux outils pour réapprovisionner le stock des travailleuses et travailleurs, puis je m'occupe de la viande séchée. Par contre, si je veux continuer d'agrandir le village, mes besoins en bois vont forcément augmenter, que ce soit pour les outils ou le nombre croissant de bicoques nécessaires à tout ce petit monde. Autant anticiper. J'installe un second abri à bois juste à côté du premier et file à Clonica en plein milieu de la nuit pour débaucher Prisbourg Zebor, notre 2e bûcheron. Bien solide sur ses appuis et il pourra même servir de forgeron plus tard au besoin. Je le fais emménager dans le même foyer que Jadwiga. Je termine la nuit en fabriquant une tripotée de seaux pour le village, ce qui tombe bien. Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle quête, et le hasard fait bien les choses puisque justement, Piastovia, en la personne de Derwan, réclame qu'on lui livre des seaux. L'argent promis n'est pas bien fou, mais un peu de réputation dynastique est toujours bon à prendre. Et hop, les doigts dans le nez. Les 2 autres quêtes me demandent d'aller chasser du sanglier et fabriquer des couteaux en pierre. 2 tâches tout à fait à ma hauteur. Plutôt que de rentrer, je décide de rester autour de la ville pour récolter les ressources nécessaires. Avec un peu de patience, j'amasse assez de branchages et de cailloux pour confectionner les 11 couteaux. Quant au sanglier, c'est un jeu d'enfant. J'ai maintenant totalement assimilé leur pattern. Il suffit de tirer une première flèche, attendre qu'il charge pour esquiver au dernier moment et viser ensuite entre les 2 yeux. En plus, c'est tout bénef puisque la quête précise seulement qu'il faut les abattre. La viande et le cuir, c'est du bonus pour Bibi. 191 pièces d'argent et 180 points de réputation dynastique. En voilà une bonne journée bien rentable. Ce qui me permet de gagner 1 point supplémentaire en diplomatie pour débloquer le trait diplomate, pour 20% de gain de réputation supplémentaire. Finalement, j'ai ma réponse à la question que je me posais dans le premier épisode. Les villageois n'ont pas besoin de ponts et peuvent traverser les fleuves sans problème. Début d'année oblige, je commence à augmenter un peu le rendement des champs. J'ai bien acheté quelques graines de lin, mais faute de moyens supplémentaires, je me contente de racler les fonds de l'entrepôt pour trouver de quoi semer. Rixa s'avère d'une aide appréciable de ce côté aussi, puisqu'elle vient m'aider à retourner la terre sitôt que j'ai dispersé du fumier sur une parcelle. Enfin, j'ai débloqué un nouveau bâtiment, l'atelier de couture. Curieux de savoir ce qu'il me permet de fabriquer, je l'installe derrière la cuisine. La matière première, c'est bien beau, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Il me faut une source de revenus plus importante si je veux continuer d'avancer sans me faire saquer par les impôts chaque fin d'année. Pour le coup, je ne suis pas déçu. Je repère quelques petits plans intéressants qui méritent qu'on s'y attarde. J'investis ce qu'il me reste d'argent dans l'achat de la recette des fils de lin. J'en ai justement quelques brins dans l'entrepôt, de la récolte précédente. Comme quoi j'avais bien fait d'en planter. Je peux aussi fabriquer les gourdes en cuir. Et pour ça, pas besoin d'acheter un autre plan. 32 pièces l'unité, soit la moitié une fois vendu au marché, pour 2 morceaux de cuir, c'est plus que rentable. Et puis écoutez-moi un peu ce son lorsque je les confectionne. Du miel pour les oreilles. Avant de pouvoir changer le lin en fil, je dois d'abord le transformer sur l'air de battage. En battant le brin, je récupère à la fois des tiges de lin et des graines. Je garde les graines pour plus tard, puis je vais m'installer devant le rouet.
En plus des fils de lin, j'espère pouvoir un jour filer la laine de mes moutons d'Andenne. Mais pour ça, il faudrait que j'en ai des moutons. Et ce n'est pas pour tout de suite. Le lendemain, je file au marché de Piastovia. Les 12 gourdes me permettent d'empocher la somme rondonnette de 192 pièces d'argent. Je vends aussi 2 vieux épieux en cuivre que j'avais trouvés je ne sais plus où, et qui à force d'usure sont devenus aussi fragiles que l'ego des Gomuscu sur les réseaux. Tout ça me permet d'acheter un bon paquet d'engrais. C'est un investissement. Je suis à nouveau pauvre, mais qui dit plus d'engrais dit plus de lin dans les champs. Enfin, pas que. J'ai aussi un bon paquet de choux à planter. Les choux aussi ont fait leur preuve côté rentabilité. Je continue ainsi d'agrandir les champs avec l'aide de Rixa, allant jusqu'à les étendre de l'autre côté du petit cours d'eau. Une petite session de chasse au sanglier me permet de récupérer assez de cuir pour fabriquer 6 nouvelles gourdes pendant la nuit. Il faut dire qu'à ce stade du jeu, je ne dors pratiquement plus, ou alors très peu. J'ai tant de choses à faire, et l'absence de sommeil n'est pas pénalisée. Alors pourquoi m'en priver ? De retour à Piastovia pour y vendre les 6 gourdes supplémentaires, j'en profite pour aider encore un peu la population locale. Je tombe par hasard sur Bogmila, une gamine qui travaille au champ et se plaint que son frère, Bozidar, est un feignant qui refuse de l'aider depuis qu'il s'est découvert une passion pour les pierres. C'est un peu étrange. Cela dit, après avoir parlé au gamin qui me promet de retourner aider sa sœur si je lui ramène 30 pierres, rien que ça, je le soupçonne surtout de s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de ces cailloux. Le bougre a dû trouver une géode ou un fossile par hasard et depuis il ratisse les environs dans l'espoir d'en trouver d'autres. Qui suis-je pour mettre des bâtons dans les roues de la science? C'est peut-être un futur géologue. Malheureusement, les pierres que je lui ramène ne trouvent pas grâce à ses yeux. Pas d'argent cette fois, mais ma réputation continue de grimper. Ça bristouille. J'ai tellement traîné que les réserves d'eau du village sont à sec. Et voilà. À raison de 2 seaux par foyer, ça devrait être suffisant pour quelque temps. Je peux retourner jouer l'aventurier serviable maintenant. Cette fois, c'est du côté de Clonica qu'on a besoin de mon aide. La pauvre Dabrauka s'inquiète pour son mari. Depuis qu'il a pris un coup sur la tête, il n'arrête pas de parler de dev et de PNJ. Ah, j'aime bien lorsque les devs font des clins d'œil un peu subtils. Mais là, pour le coup, c'est carrément le 4e mur qu'ils essaient de m'enfoncer dans le gosier. Phalislaw est donc devenu une sorte de PNJ conscient de son état. C'est triste. Il en est carrément blasé, persuadé de n'être qu'un rouage insignifiant dans la grande machinerie de la vie. Il finit par se débarrasser de moi en me proposant soit de lui ramener une roue en bois, soit de chasser un bison européen. J'hésite. La dernière fois que je me suis frotté à l'un de ces mastodontes, ça s'est très mal passé, et j'ai carrément été obligé de recommencer ma partie de zéro. En plus, je n'ai toujours pas d'héritier. Si cette fois aussi je me fais piétiner, c'est terminé. Mieux vaut être prudent. Avec les pièces que j'ai gagnées dans la journée, je débloque la recette du tissu en lin. Cette fois, l'ambiance sonore est un tantinet moins agréable à l'oreille. Je fabrique encore de nouvelles gourdes avec le cuir rapporté par les chasseurs, et l'été est déjà là. Ce qui est une véritable aubaine, puisque mes cultures de lin ont terminé leur croissance. Je passe ainsi une bonne partie de la matinée à faucher les brins, puis à les malmener sur l'air de battage, afin de séparer les grains des tiges. J'ai de quoi tisser 20 bobines de fil, et donc tout autant de morceaux de tissu. Je pourrais patienter et économiser un peu pour acheter de nouveaux plans de couture. Hélas, la patience n'est pas mon point fort. Tandis que je me rends au marché pour prendre de nouvelles quêtes sur le panneau d'affichage, et écouler une énième fois mon stock de gourdes, je réalise que la vente des tissus en lin me rapporte plus de 1000 pièces d'argent. 1000 pièces. J'accepte l'offre sans réfléchir. Je dis sans réfléchir parce que je vous vois déjà venir, les vétérans de Medieval Dynasty. Ouais mais oui, mais tu aurais pu vendre les gourdes pour acheter le plan du sac, fabriquer des sacs en lin et te faire plus d'argent qu'en vendant les tissus seuls. Eh bien oui, c'est vrai. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé, hélas. Quelque part, tant mieux. La spontanéité, c'est bien aussi. Parfois, je me dis que si mon cerveau fonctionnait normalement, on s'enquiquinerait bien dans mes vidéos. Pendant mon absence, Rixa s'est occupé du reste des récoltes, y compris de la seconde parcelle de lin. Allez hop, c'est reparti pour un tour. Je bats, je file, je tisse, et une seconde. Je ne vais pas me laisser gagner si facilement par la fièvre de l'argent. Il n'est pas dit que je sois le seul à en profiter. Il est donc temps de fixer l'objectif de cette nouvelle année qui sera le bien-être des villageois. Je dépense ainsi 500 pièces dans l'achat du plan d'un banc en bois simple. Après tout, cela fait quelque temps que je les entends se plaindre de n'avoir nulle part où s'asseoir. J'emprunte leur atelier de menuisier à Hermina pour transformer quelques rondins en planches, puis je disperse quelques bancs ça et là dans le hameau. Tant qu'à faire, j'achète aussi le plan du pot de fleurs en bois pour égayer un peu le devant des maisons. Ce n'est pas grand chose, mais ça ajoute un peu de couleur, et les habitants ont l'air d'apprécier puisque leur morale a légèrement augmenté. Une fois le soleil couché, je retourne m'occuper du raffinement du lin. Cette fois, cependant, je ne passe pas à côté de la recette du sac. Les quêtes que j'ai récupérées plus tôt dans la journée sont relativement simples. Elles consistent en une grosse livraison de flèches en pierre pour aider la garnison de Piastovia, et de viande et de carottes pour la préparation du festival du ragoût. Je profite de la nuit pour rassembler tout ça, et retourne à la ville dès le lendemain, peu après l'aube.
Grâce à ces 2 quêtes, ainsi qu'une 3e, d'Erwan réclamant à nouveau des couteaux en pierre qui semblent disparaître mystérieusement, à moins que ce ne soit l'affaire d'un voleur selon lui, mais surtout la vente de sacs en lin, ma fortune s'élève désormais à plus de 2000 pièces d'argent. Un sacré pactole. Ne sachant quoi faire de toute cette oseille, j'hésite au départ à acheter un cadeau pour l'une des femmes du village. Et puis, finalement, sur un coup de tête, je demande au charretier du coin de me conduire Fissa à Clonica pour jeter un coup d'œil au port. Parce que oui, à force de labeur, j'ai fini par débloquer l'accès à la porcherie. Les ports permettent de produire du fumier qui est l'ingrédient essentiel de l'engrais. Si je parviens à alimenter mes champs avec mon propre engrais sans avoir à l'acheter, mes gains sur la vente d'objets en lin n'en seront que plus grands. Je bâtis rapidement la porcherie en face de la grange, à proximité du petit ruisseau, histoire de centraliser un peu tout ce qui est agriculture et élevage. Je retourne ensuite à Clonica en fin de journée et dépense la coquette somme de 1500 pièces pour faire l'acquisition d'un porc et d'une truie. Un gros investissement cette fois. D'ailleurs, le saviez-vous, mais contrairement à une idée répandue, les cochons sont des animaux très propres. Leur fameux bain de boue, c'est avant tout pour protéger leur peau fragile et se débarrasser des insectes. En plus de ça, ils ont la réputation de ne jamais faire leurs besoins là où ils dorment et ne s'installent que dans les endroits propres. Mais je m'égare. Je dois les nourrir, ces cochons. Une chance que j'ai trouvé un peu de nourriture pour animaux au cours de mes différentes explorations. D'ailleurs, que diriez-vous de les nommer, ces cochons? Proposez vos idées en commentaire et je choisirai parmi les noms qui me plaisent le plus. Rixa étant visiblement aussi à l'aise dans les champs qu'avec les bêtes, c'est elle qui hérite de la charge de la porcherie pour le moment. La nourriture pour animaux n'est pas bien difficile à fabriquer, mais elle requiert néanmoins un peu de préparation. Il suffit de mélanger des graines de seigle et d'avoine avec un peu de paille. Coup de bol, pour ce qui est du seigle, j'en avais justement planté l'année précédente. Pour l'avoine en revanche, c'est un peu plus délicat. Je vais devoir en acheter. Le jour suivant, je profite de croiser Balduina pour tenter une approche un peu plus romantique. Il faut bien que le futur seigneur de ces terres trouve une femme. Autant choisir celle sur laquelle j'ai déjà investi un chalençois. Bon, c'est vrai que vu ainsi, le romantisme tombe à l'eau. Je lui demande de m'apprendre quelque chose, de me dispenser des conseils, et la voilà qui se mise subitement à me parler de champignons hallucinogènes et de rave party avec les blaireaux. Tel un Ehrenjäger en herbe, j'enchaîne alors sur le désir de liberté et les oiseaux. Et cette fois, elle me suggère carrément de boire du thé à l'absinthe pour planer. Je ne sais pas. Je crois que j'aime bien sa façon de voir les choses. Je me rends à nouveau au marché de Piastovia pour dépenser ce qu'il me reste d'argent dans un sac de graines d'avoine. Il y a bien une dernière quête pour la saison encore accrochée sur le tableau d'affichage, mais elle implique de chasser du lapin, et j'ai vraiment la flemme. Flemme qui est surtout alimentée par ma piètre capacité à viser correctement une cible en mouvement avec l'arc. Une fois rentré, je m'occupe d'ériger un enclos autour de la porcherie. Je suis rassuré de voir que malgré leur réputation, nos deux suidés ne sont pas si gourmands et le contenu de leur roche diminue bien plus lentement que je ne le craignais. Ce que je peux fabriquer avec l'avoine achetée devrait être suffisant pour quelque temps. Finalement, habiter à proximité de Clonica a ses avantages. Je peux ainsi plus facilement surveiller les allées et venues au campement de vagabonds. De nouvelles têtes attirent justement mon attention. Jusqu'à présent, les villageois ne se sont pas plaints du manque de nourriture. C'est que je dois produire plus qu'ils ne consomment. Je peux donc tout à fait accueillir de nouvelles bouches. Cette fois, pas question de précipiter les choses. Je commence d'abord par installer une nouvelle maison. C'est rapide puisque tous les matériaux se trouvent dans l'entrepôt. Avant de retourner chercher les deux Gugus, je m'attelle à quelques tâches triviales. Il me reste de quoi coudre 2 sacs en lin et les cochons ont déjà produit assez de fumier pour que je les transforme en engrais. Maintenant que c'est réglé, Bogumila, Miss Limir, bienvenue chez nous. Je ne les ai pas invités sans arrière-pensée, c'est vrai. J'aimerais ne plus avoir à m'occuper de distribuer l'eau tous les 4 matins, et surtout comprendre le fonctionnement du puits. C'est Miss Limir qui devient notre nouveau porteur d'eau. Je termine rapidement l'enclos des cochonous cochonnés et je commence à construire un atelier d'arboriste pour Bogumila. Très légèrement à l'écart pour le petit côté druide sorcière. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le genre de profession rêvée pour l'époque, mais dans ce village, pas de chasse aux sorcières. Je repasse à nouveau à 2 doigts de la catastrophe en abattant un arbre qui me tombe sur le coin du pif. Ah, une chance que j'ai le crâne dur. Et cette petite cabane d'herboriste est tout à fait charmante. J'envoie Bogumila ou Bogumila récolter de la belladone pour commencer, l'un des ingrédients essentiels à la confection de flèches empoisonnées apparemment. Au détour d'une balade, je tombe sur une cargaison abandonnée et fais main basse sur une potion de force, quelques rations de viande séchée et du vin de pomme. Je profite d'être dans les parages pour faire un détour éclair par Clonica et vendre les 2 sacs que j'ai cousus dans la nuit. J'ajoute des clôtures par-ci par-là dans le village. Elles augmentent un peu le cachet et les habitants ont l'air de bien aimer. Ce n'est pas de la grande déco, mais c'est toujours mieux que... Je croyais qu'il était censé approvisionner en eau les chaumières, lui. Il faut tout faire par soi-même, décidément. J'ajoute une sorte de petit espace public devant l'atelier de l'herboriste. Un genre de mini-parc ou de lieu de repos, je ne sais pas. Avec beaucoup de fleurs et un joli banc. Je croise par le plus grand des hasards Balduina. Ça alors, sur son lieu de travail en plus. Mais quel pur hasard, dites donc. J'échange quelques mots avec elle et lui raconte une blague qui m'a l'air d'avoir été totalement massacrée par la traduction française. Enfin, au moins, ça l'a fait rire. Et femme qui rit, femme qui rit.
À force de décimer la population de sangliers des environs, je suis obligé de me rabattre sur les cerfs de l'autre côté du fleuve. Ils sont plus vifs et débrouillards, ce qui me donne un peu de fil à retordre. Je me console en me disant que c'est aussi une bonne manière de travailler ma visée. Mais j'ai besoin d'argent. Leur mort n'est pas vaine, et j'ai assez de cuir pour fabriquer 8 gourdes que je m'empresse d'aller vendre à Clonica, ce qui me fait réaliser que je n'ai pas vraiment besoin de me frapper tout le trajet jusqu'au marché de Piastovia chaque fois que je souhaite écouler mes stocks de marchandises. Vu depuis la carte, le village commence à prendre forme. Grâce à l'apport en fumier des cochons, je dispose de suffisamment d'engrais pour ne plus avoir à en acheter. Un pas de plus vers l'autonomie. Je prépare les champs en vue de l'arrivée de l'automne. Je fabrique un peu de bois de chauffage, on n'est jamais trop prudent, et comme chaque fin de saison désormais, je vérifie par sécurité l'état des réserves. Côté viande, ce n'est pas fou, mais... Oh, c'est donc ça. Les seaux d'eau ont leur place dans l'entrepôt à nourriture, pas dans celui des ressources. C'est pour ça que Miss Limir n'arrivait pas à faire correctement son travail au départ. L'automne est là. Plus de la moitié de l'année est écoulée. C'est l'heure de moissonner les champs pour récupérer l'avoine et le blé. Nos amis les cochons n'ont plus de soucis à se faire pour leur nourriture. Avec toute cette avoine, j'ai de quoi faire jusqu'à l'année prochaine au moins. Je remplace tout ça par de nouvelles cultures de seigle. Il n'y a pas que les animaux qui en ont besoin et j'aimerais pouvoir faire du pain un jour. Ce début de saison est marqué par un drame terrible. Un voleur de tasses sévit à Piastovia. Que dis-je, des voleurs de tasses. Le tavernier et la tavernière se plaignent de la disparition de leur vaisselle qui commence à leur coûter cher. Ils me proposent d'enquêter pour tenter de raisonner les différents clients et surtout récupérer les fameuses tasses volées. Et là, préparez-vous pour la rencontre la plus lunaire. Alors non, rien à voir avec le fait que ce pitchoun ait développé l'incroyable capacité à traverser la matière, mais il possède l'une des tasses que je cherche, et m'assure qu'il s'agit en réalité d'une princesse. Bon, j'exagère un peu. Ce n'est qu'un gosse qui veut s'amuser après tout. Il ne fait de mal à personne. N'étant pas l'un de ces adultes aigris jusqu'à la moelle dès qu'un gamin se crée son petit univers, je décide de jouer le jeu et essaie de lui faire comprendre avec ses mots et ma pédagogie que cette tasse, eh bien, il doit la rendre. Mission accomplie. Les autres ne sont pas bien difficiles à convaincre. Osnomir est un giga pochetron qui passe son temps à ramener sans faire exprès les tasses et les égarer un peu partout autour de sa maison. Maslow refuse de rendre la sienne sous prétexte qu'elle lui porterait bonheur dans les concours de beuverie. Quant au dernier, il l'a juste cassé involontairement et avait peur de se faire enguirlander par les taverniers. Il me demande d'ailleurs de lui ramener un rayon de miel pour l'aider à recoller les morceaux. Littéralement. Seulement je n'ai pas de ruche, et à cette heure, les marchés dorment. Direction la maison. J'emprunte le chemin habituel pour rentrer et puis... c'est étrange. Il n'y a jamais eu de torche sur ce ponton. Et elle bouge en plus. Des voyageurs? À une heure si tardive? Ça, c'est nouveau. Je m'approche, méfiant, troquant ma torche pour mon arc au cas où. Bon, le bougre n'a pas l'air bien méchant, scrogneux, un bandit, repli stratégique. Heureusement, il n'a pas eu le temps d'alerter ses petits camarades et je finis par le semer. Bon sang de bonsoir, des bandits. Et pile sur la route qui mène à Piastovia en plus. Je dois riposter, mais retourner les attaquer de nuit, c'est bien trop risqué. En attendant que le jour se lève, je siphonne les réserves d'argile et de paille de l'entrepôt à ressources pour fabriquer un maximum d'enduit. Avec l'automne, les températures baissent, et si je ne veux pas voir la consommation de bois de chauffage du village exploser, j'ai tout intérêt à commencer à bien isoler les maisons. Heureusement que les 2 mineurs du village ont bien travaillé. Grâce à eux, je dispose d'assez de matériaux pour torcher toutes les chaumières en une seule nuit. L'aube se lève et il est l'heure de préparer la contre-offensive. Hors de question que ces gugus mal embouchés prennent racine dans le coin. Je fabrique des flèches supplémentaires et même quelques gourdes au passage que j'irai vendre après leur avoir botté les fesses. Enfin, je fanfaronne, mais je suis moyennement confiant cela dit. Jusqu'à présent, j'ai survécu de justesse à des loups, alors des hommes armés. Je m'éloigne du village sans savoir si je le reverrai un jour. Le temps est clair et les bandits sont toujours là. Je repère 2. J'étais pourtant sûr d'avoir vu 3 torches hier soir. J'avance lentement en passant par le fleuve, le plus discrètement possible, tel le serpent solide. L'autre rive est plus dégagée. J'engloutis une potion de force pour augmenter mes dégâts et c'est parti. Ça perflute, un arbalétrier. Quelque chose me dit que s'il me touche avec un carreau, c'en est fini.
Qu'est-ce que je disais? Heureusement que j'ai de quoi me soigner. Coup de bol, le second malfrat ne semble pas savoir où donner de la tête et se contente de tournicoton de l'autre côté du pont sans réellement m'attaquer. Allez hop, pas question que je m'apitoie sur ton sort. L'arbalétrier n'a même pas eu la décence de looter son arme, seulement des carreaux en bois. Quant à l'archer, c'est un peu mieux, même si l'arc est dans un piteux état. Enfin, j'imagine que s'ils avaient eu de quoi se payer un bon équipement, ils ne tenteraient pas de détrousser les gens. La menace écartée, je peux vendre l'arc et les gourdes au marché. J'achète aussi un rayon de miel pour la tasse cassée de Sulibor. Je dois maintenant patienter pour voir si ça sèche correctement. Ah, quelle corvée. C'est en quittant Piastovia que je tombe sur un étrange marchand, un commerçant totalement obnubilé par des betteraves. Il mentionne même l'existence d'un certain baron de la betterave. Une bien étrange rencontre. Puisque je me sens d'humeur à affronter le danger aujourd'hui, il est temps de retourner du côté de la grotte non loin de mon hameau. Avec prudence cependant. J'imagine qu'elle est toujours gardée par... oui, l'ours est encore là. J'ai une idée. Pas très loyale, mais j'ai une idée. Si j'ai pu le semer lors de notre rencontre l'hiver dernier, c'est qu'il ne doit pas aimer courir trop loin le pépère. Et j'ai raison, sa zone de chasse, ou la distance à laquelle il peut poursuivre le joueur, doit être limitée aux alentours de la grotte. Il abandonne chaque fois que je dépasse une certaine limite. Oui, c'est totalement déloyal, ce n'est pas très roleplay non plus. En attendant, ça fonctionne. Et puis, je ne vais pas me jeter sous les pattes d'un ours au corps à corps simplement pour faire plaisir à la foule. 80 viandes et 30 fourrures, une belle prise. L'entrée de la grotte est libre désormais. Sans grande surprise, il y a l'air d'y avoir des gisements de minerais. En revanche, je ne sais pas si d'autres dangers m'attendent là-dedans. Demi-tour. Tiens, pas très malin de passer près du territoire d'un ours avec un chariot chargé d'hydromel. Le reste du chemin se fait sans encombre, pas de loup pour me chercher des noises. Ce qui signifie que si l'ours ne réapparaît pas à la saison suivante, je me suis assuré un accès libre à une potentielle future mine. C'est bon à savoir. Le village grandit de saison en saison, et plus le temps passe, plus le quartier résidentiel a besoin d'espace. Le pavillon de chasse commence à faire tâche en face des maisons. C'est l'heure de bricoler. Je le détruis intégralement pour le reconstruire un peu plus loin, vers la forêt, à côté des abris à bois. Ce n'est pas spécialement nécessaire, mais je préfère ça que de me retrouver avec un plan de village sans dessus-dessous. Ce qui n'est pas trop au goût de Balduina, qui n'apprécie pas se retrouver temporairement sans emploi. J'essaie tout de même de lui redonner le sourire en glissant un petit compliment. Je me dépêche de terminer le nouveau pavillon de chasse et de réattribuer leur poste aux chasseurs. Je passe ensuite le reste de la nuit à fabriquer à la chaîne des outils pour renflouer les établis des travailleurs avant de me lancer dans la construction d'une autre maison. Bon. Je pense que vous l'avez compris, de vous à moi, de moi à vous, autant l'avouer, j'essaie de séduire Balduina. Chaque jour, elle a le droit à une petite phrase, même si elle finit toujours par me parler de potions magiques ou de poudre de perlimpinpin. Mais je peux l'aider, je peux la réparer. Pour changer un peu des sacs et des gourdes, j'investis dans la recette des chapeaux de paille. Ils requièrent autant de lin que les sacs et... de la paille, oui. Et surtout, ils se vendent un peu plus cher. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. Plus qu'une guitare, et je pourrais devenir guitariste couturier. Une fois la tasse réparée, je la rapporte à Sulibor qui se plaint encore et craint qu'elle ne soit trop fragile pour être encore utilisée. Bon, plus de chichi. Cette fois, je vais directement en acheter une neuve. Et une roue en bois aussi pour la quête du bûcheron fou. Voilà, cette histoire est terminée et je n'aurai plus à en entendre parler. Et dites bonjour à Bratumila, la dernière arrivée au hameau. À ce propos, je vous avais demandé de proposer des noms pour le village dans la dernière vidéo. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié. Seulement pour l'heure, je ne peux pas nommer le village, ma réputation dynastique n'étant pas assez élevée. Ce sera donc fait en temps et en heure le moment venu. D'ici là, je suis toujours ouvert aux suggestions. L'humeur des habitants a légèrement augmenté, mais ça pourrait être mieux. Toujours dans cette optique d'améliorer leur bien-être, je pense qu'il est temps de faire évoluer leur régime et de proposer autre chose que de la viande séchée et des légumes crus. C'est l'heure d'investir la cuisine. Et j'ai la personne idéale pour ce poste justement. Bratumila remplace Bogumila à la cabane d'herboristerie, permettant ainsi à Bogumila de remplacer Zébor en tant que bûcheron qui sera désormais notre cuistot. Vous suivez ? L'automne, c'est la saison des champignons. Je demande donc à Zébor de préparer des soupes aux champignons et des potages de légumes avec de la viande. Je confectionne suffisamment de bols pour tout le village et je n'ai plus qu'à chasser assez de viande pour les potages. Je ne l'avais pas encore remarqué, mais plus tôt dans la journée, j'ai débloqué la possibilité d'acheter les plans de passerelles en rondin. Enfin, je vais pouvoir construire des... 2000 pièces d'argent. Mais c'est une blague ? À ce prix-là, je peux avoir au moins 2 cochons et demi. Hélas, mes pauvres habitants vont encore devoir traverser le fleuve à la nage une année de plus.
Pour changer des sangliers et des cerfs, je m'attaque cette fois aux élans. Ils sont aussi résistants que rapides et je peine un peu avec mes flèches en pierre. Mais ils rapportent tout de même entre 30 et 40 morceaux de viande par individu. Seulement 3 suffisent à mettre le village à l'abri de la faim pour le reste de la saison. Il reste une amélioration à laquelle je n'avais pas encore pensé pour les chaumières. Le toit. Tous les toits sont en chaume et quelque chose me dit que des planches seraient plus efficaces et esthétiques. Je commence donc les travaux de rénovation en plein milieu de la nuit, ce qui déplaît fortement à Irmina et Jarostri. En même temps, c'est vrai que se retrouver sans toit sur la tête en pleine nuit, sous le froid de l'automne... Je dois travailler dans l'urgence pour limiter leur perte de bonne humeur. Surtout que ce type de toit demande un bon stock de rondins pour les planches, et en ayant affecté les bûcherons à la fabrication de bois de chauffage en plus de la récolte de rondins, je n'ai plus grand chose dans l'entrepôt. Ces points d'expérience qui me permettent d'augmenter le poids que je peux transporter tombent à pic. Je continue d'investir dans l'atelier de couture, et peux désormais fabriquer de petites sacoches. Encore plus de profit. J'en garde une pour moi et file à Claudica pour vendre les autres. Sur le trajet en direction du marchand, je croise à nouveau Falislao et en profite pour lui donner la roue qu'il m'a demandé. Sauf que maintenant, il me dit qu'il n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé et de notre discussion. Il refuse de prendre la roue et ne me paie même pas. Au moins, le gain de réputation est conséquent. Je vends mes petites sacoches pour 280 pièces d'argent que je dépense immédiatement dans l'achat du plan des étagères en bois. Tout mobilier contribue à améliorer le bonheur des villageois. Il est temps qu'ils aient quelques étagères chez eux. La venue de l'hiver s'accompagne d'une agréable surprise. 2 mariages ont été célébrés lors du changement de saison. Irmina a épousé Jaros et Minog est désormais le mari de Rixa. Ah, les joies de l'amour, ou de la colocation forcée. La 2e année touche bientôt à sa fin, et j'aimerais justement remplacer tous les toits en chaume par des planches avant qu'elle ne se termine. Par contre, je n'oublie pas à la fois de complimenter Balduina entre 2 sessions d'abattage d'arbres, et surtout de continuer à produire des marchandises pour commercer, parce que la taxe est de plus en plus salée à mesure que le village se développe, et il est hors de question que je me retrouve endetté au printemps. De retour à Piastovia, je fais la connaissance de Zelislao, envoyé par sa majesté en personne. La dernière campagne de recrutement a dépassé les attentes du roi qui manque d'épées pour armer les nouveaux soldats. Sur un coup de zèle, j'accepte la requête. Je dois ramener 4 épées en bronze dans quelques saisons. Aïe. Bon, ce sera l'occasion d'arrêter de jouer avec les cailloux pour m'intéresser à la forge. Sur le marché, c'est au tour de Posnomir, le vendeur de nourriture, d'avoir des problèmes. Le fameux baron de la betterave rafle tous les stocks de la région pour fixer ses propres prix, au détriment des clients de Piastovia. Posnomir m'offre une poignée de graines en échange de devenir son fournisseur attitré. C'est un bon deal, j'accepte. Du côté du tableau d'affichage, 2 quêtes supplémentaires attirent mon œil. Et les 2 promettent de belles récompenses. Chasser des pigeons et apporter de quoi alimenter un bûcher aux sorcières. Oui, d'accord, j'ai déclaré que dans mon village, les sorcières ne risquent rien, mais ça ne m'empêche pas de fournir de quoi les brûler ailleurs que chez moi, hein. C'est en chassant un élan à proximité des ruines non loin de l'entrée de Piastovia qu'un détail m'interpelle. Un feu de camp? La dernière fois que je les ai fouillés, il n'y avait pas âme qui vive. Comment ça, des archers? Bigoubidouille, il m'a fait peur le zigoto, et il a une hache en cuivre en plus le fou furieux. En plus de ça, il tape des esquives de zinzin. Heureusement, les 2 autres archers sont fort stupides et préfèrent rester bêtement cloîtrés dans leur bâtiment délabré, ce qui me permet de les arroser de flèches petit à petit, jusqu'à ce que le calme revienne. Je réalise que lors de ma première visite, je n'avais pas remarqué un passage dérobé vers une cave qui me mène à une pioche en bronze, de la potion magique et une bague en or. Cette recrudescence de bandits dans la vallée est quand même préoccupante. S'ils s'en tiennent aux bâtiments abandonnés et certains points clés de la région, d'accord, mais j'espère qu'ils ne vont pas tenter de s'en prendre au village. Au moins, les habitants ne sont pas inquiets. Entre l'amélioration des chaumières, le changement de diète à la cantine et les récents mariages, la bonne humeur semble enfin gagner petit à petit tout le monde. Et en parlant de bonne humeur, je file dès le matin offrir à Balduina le trophée que j'ai arraché aux mains des hors-la-loi. Hélas, j'ai le malheur de lui dire que je la trouve raffinée, ce qui n'est pas du tout à son goût. Bon, 97% d'affection, c'est déjà pas mal. Ayant encore du râpe de carottes de la dernière récolte, j'ajoute au menu de la cuisine le ragoût. Comme d'accoutumé désormais, je fabrique des gourdes avec le cuir que les chasseurs ont rapporté la veille. Cette journée est presque entièrement dédiée à la traque aux pigeons. J'ai une quête à accomplir après tout. C'est moins embêtant que ce à quoi je m'attendais. Les pigeons zonent un peu partout. Il suffit simplement de s'approcher un peu, viser et tirer rapidement avant qu'ils ne s'envolent. Rien de bien sorcier. Parfois il y en a même qui viennent se poser à mes pieds. Ce qui me permet d'affûter mes talents de chasseur par ailleurs. Je prends la calèche pour Piastovia et termine de décimer les pigeons là-bas. Comme je le disais, j'aimerais me pencher sur cette histoire de forge, alors entre deux, je recrute de la nouvelle main-d'œuvre.
Plus qu'un dernier pigeon et c'est bon. 300 pièces pour une tâche aussi simple, c'est vraiment rentable. Sans parler du fait que j'ai obtenu un peu de viande et des plumes. Cette fois, pas de bandit sur le trajet du retour. Je peux tranquillement collecter des bâtons pour le futur bûcher de Piastovia. L'entrepôt déborde de fumier. J'en ai tellement que je dois passer de longs moments à raffiner tout ça en engrais. Voilà qui est prometteur pour le prochain printemps. J'ai aussi décidé de détruire l'atelier simple pour construire sa version améliorée, ainsi qu'une forge de niveau 1. La tâche est un peu longue par contre. Autant les matériaux demandés par la forge sont basiques, en revanche pour l'atelier niveau 2, il faut des planches. Niezul, le dernier arrivant, n'est pas spécialement doué pour la forge. C'est donc Irmina qui va manier le marteau. Niezul de son côté prend sa place comme bûcheron. Je possède un peu de minerai dans les coffres, trouvés lors de mes escapades, mais la plupart des plans sont chers et je ne dispose pas d'un apport en cuivre ou en étain assez régulier pour l'heure. Je passe la quasi-totalité de la journée à couper du bois, pour le nouvel atelier déjà, mais aussi pour continuer de remplacer les toits de chaume. À tel point que je construis un 3e abri à bois pour ne plus avoir à déranger les bûcherons toutes les 2 minutes dès que j'ai besoin de raffiner des rondins. Je change d'ailleurs rapidement d'avis et replace Irmina à la coupe d'arbre. La pauvre ne va pas fixer le four de la forge toute la journée sans rien faire une fois les 3 pommes en minerai fondu. Dès que toutes les maisons disposent de toits en planche, je m'assure de les décorer avec au moins une étagère. Je réalise aussi que le plan des tapis en fourrure ne coûte pas si cher, et avec l'ours que j'ai abattu, de la fourrure j'en ai pas mal. Distribution de tapis en peau pour tous les foyers. Je me penche ensuite sur la fabrication des fameuses torches pour la quête du bûcher, avant de réaliser qu'il ne s'agit pas de simples torches. Pour celle-ci, j'ai besoin de cuir à la place de paille et donc je termine enfin l'atelier niveau 2 dont j'avais laissé la construction de côté à force de m'éparpiller sur 12 000 tâches, ce qui me permet de faire les 12 torches. Pour les rondins manquants, je les collecte aux abords de Piastovia, histoire d'éviter de faire tout le trajet en surcharge. Et voilà, 284 pièces dans la poche et des points de talent en plus dans la diplomatie. Évidemment, je les dépense immédiatement dans la compétence troc, ce qui améliore désormais le prix des ventes et des achats de 20%. Je vends quelques babioles qui traînent dans mes poches à Marcus Lowe pour accroître un peu plus mon pactole, et fort de mes 2000 pièces d'argent, j'en réinvestis une partie dans l'achat de lin, que je transformerai plus tard pour toujours plus de pépettes. Je tente d'alerter Mirogods que je croise sur le marché sur la présence de bandits dans la vallée, mais il monte étrangement au créneau en clamant que Oxbow est une zone sûre. Étrange. Il m'a l'air pas mal sur la défensive, le coquin. De retour au hameau, je craque une dernière fois avant la fin de l'année en achetant le plan des vasques à feu sur pied. Je peux ainsi disposer de l'éclairage public. Pas grand chose faute de plus de ressources, mais c'est déjà une belle avancée pour les habitants. Je gagne mon lit, prêt à dire au revoir à l'hiver et à cette seconde année, lorsqu'un événement vient perturber la tranquillité du village. Un voleur s'est introduit chez nous, et a été pris en flagrant délit pendant qu'il volait nos ressources. Il affirme que c'est la pauvreté qui l'a poussé à agir ainsi. Je ne vais quand même pas mutiler un malheureux simplement parce que la faim l'a poussé à commettre une erreur. Je décide simplement de le libérer et de le bannir, ce qui apparemment était une erreur. Enfin, au moins je ne passe pas pour un taré sanguinaire, ça me va. La nouvelle année débute avec les festivités des mariages de Jadwiga et Zébor, ainsi que Bogumila et Mislimir. Et les porcs ont donné naissance à 2 petits porcelets. Ces mariages, ces naissances, c'est un signe. J'ai passé toute une année à essayer de séduire Balduina. C'est peut-être mon moment. Je mets mon plus beau chapeau de paille que j'avais gardé pour l'occasion et je fonce lui déclarer ma flamme. Oh, it's here again. Balduina, je n'ai jamais ressenti un tel amour auparavant. Et ça me fait peur. Mais je préfère passer ma vie entière à vivre dans la peur plutôt que de respirer une fois de plus sans t'avoir comme épouse. C'est ainsi que s'achève cette 2e année sur Medieval Dynasty. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire, et pourquoi pas un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toutes ces petites actions aident la chaîne à grandir et me donnent de la force pour continuer. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.